va patienter, vous pourrez toujours venir. D'informations et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Pardon. Alors, Excusez-moi, un petit problème de son. Voilà, je vous retrouve en direct pour ce nouveau numéro d'accès direct. Votre émission de rencontre avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes donc le jeudi 6 juin 2019 et voici le programme. Je recevrai d'abord Mélanie Taquet, chargée de mission pour l'association Rivière Sauvage. Elle nous expliquera son rôle au sein de cette association. Et puis nous nous intéresserons ensuite à l'éducation des adultes et des enfants avec une auteure, Cécile Salmeron, qui nous présentera son livre. Enfin, je recevrai Sophie Sesma qui sera avec moi pour sa chronique Objet d'hier. Mais avant ces invités, je reçois Seb pour les titres du JT. Salut Seb. Toi. Alors ce soir dans le JT, on parle d'abord de cygnes. Oui, puisque on le sait, hein, une dizaine de cygnes et de bébés cygnes meurent chaque année sur le lac d'Annecy. Alors si la plupart de ces décès sont dus à l'homme, aux agissements de l'être humain, bon nombre de ces cygnons se noient au niveau du déversoir du Thiou sur le pont Perrière. Donc la ville d'Annecy a décidé de mener une action de grandeur avec l'installation d'un barrage filtrant, comme on voit sur ces images, qui permettra notamment aux cygnes de ne pas passer dans ces endroits assez dangereux au niveau du Thiou. Et puis on parle aussi de tourisme fluvial. Oui, avec une idée de tourisme pas comme les autres, avec Yves Cornetto. C'est un passionné qui sillonne le Rhône à bord donc de son embarcation depuis maintenant plusieurs années pour en découvrir les moindres recoins. C'est François Pirot et Emmanuel Jaude qui l'ont rencontré avec un reportage très sympathique. On enchaîne tout de suite avec notre revue de presse, Sève. Et on reparle d'abord des trottinettes électriques. Oui, on en a parlé il y a quelques jours avec un reportage de Juliette Vincent Seigné dans les rues d'Annecy parce qu'elles sont arrivées du côté d'Annecy. On a vu qu'à Paris, on va voir si ça marche autant qu'à Paris. En tout cas, à Paris, on peut dire que la lune de miel est bel et bien terminée puisque les accidents et autres actes d'incivilité se succèdent dans la capitale. Anne Hidalgo, maire de Paris, a donc annoncé ce jeudi une série de mesures. La ville de Paris va lancer dans un premier temps un appel d'offres pour ramener de 12 à 3 le nombre d'opérateurs pouvant exploiter ces véhicules électriques. Aujourd'hui, environ 20 000 trottinettes électriques sont en circulation aujourd'hui dans les rues de Paris. C'est beaucoup trop, hein, selon Anne Hidalgo. Autre mesure, la vitesse sera désormais bridée, passant de 25 à 20 km/h et même 8 dans certaines zones. Et enfin, la dernière mesure, peut-être la plus importante, le stationnement sur les trottoirs sera bientôt interdit. Il devra s'effectuer sur la chaussée. Anne Hidalgo l'a martelé haut et fort. Elle veut en finir avec l'anarchie des trottinettes. Et puis un cocorico qui dérange. Oui, un procès hors du commun qui s'est ouvert à Rochefort en Charente-Maritime. Celui de Maurice, que l'on voit sur cette photo. Maurice est un coq de Saint-Pierre-d'Oléron, sur l'île d'Oléron, qui est accusé par ses voisins de chanter trop tôt le matin. Mais ce procès a été reporté au 4 juillet prochain dans l'espoir de trouver une conciliation entre les différentes parties, puisque Maurice et les plaignants n'étaient pas présents. Maurice était un petit peu fatigué, hein, selon les informations. Son histoire a suscité de nombreuses réactions, dont une dont tu vas nous parler justement. Oui, justement, on reste sur cette histoire, mais cette fois on parle des amateurs de son chant, parce que oui, le cocorico de Monsieur le Coq pourrait bientôt faire son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et moi, c'est une information que j'ai lue sur le site des Petits Frenchies. Il nous explique que cette suggestion nous vient tout droit du petit village de Gajac, en Gironde, où le maire, donc Bruno Dionis du Séjour, est excédé justement par les plaintes des citadins concernant les bruits ruraux, tels que donc le chant du coq, mais aussi l'aboiement des chiens, le braiement de l'âne et même le pépiment des oiseaux. Et donc c'est pour les protéger d'un procès. Et les petits Frenchies font ici un clin d'œil à Maurice, que le maire compte sur l'article 11 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de la célèbre institution. Donc selon lui, la campagne est un tout qui doit être accepté dans son ensemble. Et 31 maires, un député et donc les petits Frenchies ont rejoint le camp de ce maire pour la défense du chant du coq. Et puis un parc d'attractions très attendu qui va ouvrir en 2022. C'est un parc d'attractions pas comme les autres, un parc d'attractions autour des célèbres films du studio japonais Ghibli qui ouvrira ses portes en 2022 au Japon. Alors je sais que certains ont déjà posé des congés à la rédac. Ghibli, tu le sais, c'est le studio qui a produit les films d'animation de l'incontournable dessinateur et réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Pour n'en citer que quelques-uns, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro ou encore le château ambulant. Donc ce parc d'attractions sera composé de 5 zones reprenant les différents films des célèbres studios. L'endroit sera respectueux de la nature et privilégiera l'immersion plutôt que les sensations fortes. Donc pas de montagnes russes, juste des collines japonaises. Le parc d'attractions dont la construction doit commencer l'année prochaine se dévoile
un petit peu plus. Sa création avait été annoncée en 2017. Les visiteurs pourront donc parcourir des reconstitutions de décors de films. Ils pourront aussi découvrir 3 zones thématiques, 3 zones qui sont prévues dans un premier temps en tout cas. L'une sera appelée la colline de la jeunesse, sera consacrée au château ambulant. Une deuxième, la forêt de Dondoko, mettra en avant une reconstitution de la maison de Mei et Satsuki du film Mon voisin Totoro. Et enfin, un large entrepôt abritera une galerie marchande composée de bâtiments inspirés des styles évidemment japonais, et un village inspiré de Princesse Mononoke sera aussi à découvrir. Et le parc respectera, je l'ai dit, les principes écologiques qui sont chers à Miyazaki. Il sera donc construit vraiment en harmonie avec la nature. Aucun arbre ne sera coupé et il sera dans la région d'Aichi, près de Nagoya. Hâte d'y être. Merci Seb, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et je vais accueillir ma première invitée du soir, Mélanie Taquet. Bonjour, merci Bonjour. de me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes chargée de mission pour l'association Rivière Sauvage. Tout d'abord, quel est le rôle de cette association ? Le rôle de cette association Rivière Sauvage, c'est tout d'abord d'embaucher les chargés de mission pour pouvoir travailler sur les rivières, pour pouvoir faire émerger notre label, qui est le label site Rivière Sauvage, sur nos rivières les plus sauvages de France. C'est aussi de collecter, de récupérer les fonds publics pour pouvoir assurer le fonctionnement de ce programme sur les rivières. C'est de collecter aussi donc, les fonds des gestionnaires qui participent donc, au réseau des rivières sauvages, puisqu'on en a plusieurs maintenant. Voilà, c'est une association d'intérêt général. C'est une association qui existe au niveau national, mais aussi local. Quelle est votre zone d'intervention à vous, en tout cas ? Ma zone d'intervention, donc, c'est tout le territoire Rhône-Méditerranée et Corse. Après, c'est vrai qu'on a une intervention un petit peu plus importante en Rhône-Alpes et notamment dans le département de l'Ain, mais aussi en Savoie et Haute-Savoie sur notamment le Chéran et Nandaillon qui viennent de recevoir le label il n'y a pas très longtemps, et puis sur le Nambénin aussi. Que signifie justement ce label ? Qu'est-ce qu'il apporte à ces rivières, à ces cours d'eau ? Alors c'est un label qui va apporter une certaine reconnaissance aux gestionnaires, puisqu'en fait, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour préserver ces rivières d'exception. Il va apporter un éclairage national aussi, puisqu'on est une association au niveau national, bientôt européen, donc ça les hisse un petit peu vers le haut. Et puis, ça leur apporte aussi le fait de pouvoir se regrouper tous ensemble, puisqu'on est une association qui prône l'ouverture et le participatif. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on fait sur les territoires. C'est ce qui ressort, c'est le fait que les gens se réunissent tous, qu'ils soient de divers horizons, pour pouvoir conserver, préserver leurs rivières. Quels sont les critères pour obtenir ce label de rivière sauvage ? Alors les critères, on les classe de deux façons. Il y a toute la partie scientifique, donc on a une grille avec 45 critères qui sont sur l'occupation du sol, par exemple, si on a des champs de maïs, etc., qui sont sur la qualité de l'eau, qui sont sur la qualité de la rivière en général, que ce soit du milieu, des habitants et de l'eau. Voilà. Et puis après, il y a une deuxième partie qui est très importante pour nous aussi, qui est la gouvernance. Et cette gouvernance, en fait, elle se traduit par un audit, puisqu'on travaille avec AFNOR Certification. On a un label un peu indépendant. Voilà. Et du coup, on travaille aussi sur l'envie et l'adhésion, finalement, de toutes les structures et de tous les gens, puisqu'on est vraiment ouvert et participatif, pour conserver cette rivière. Donc, vous l'avez dit, vous travaillez avec les personnes qui sont autour, qui gèrent ces rivières. Est-ce que vous avez des actions en direction du grand public? Et est-ce que vous sentez aussi un intérêt? Est-ce que le public est sensibilisé à l'importance de protéger ces rivières? Alors, c'est vrai que notre programme de rivières sauvages, c'est beaucoup de communication vers le grand public. Alors, on a fait un film sur les rivières sauvages de France, un deuxième sur les rivières sauvages du département de l'Ain.
On en a d'autres en préparation un petit peu partout. Il y en a eu un qui a été fait en Corse, un petit peu partout. On a des programmes aussi d'animation auprès des scolaires. Et on a aussi des manifestations qu'on fait, alors bien souvent sur les rivières qui ont été labellisées, on a la fête de la rivière sauvage. Donc c'est vrai qu'on touche un maximum de grand public. Une question omniprésente, on en parle presque tous les jours désormais, c'est le changement climatique, le réchauffement climatique. Est-ce qu'à l'échelle de ces rivières, vous le constatez vous aussi sur le terrain, ce changement climatique ? Alors c'est vrai qu'on le constate un petit peu comme partout, et notamment au niveau de la baisse des débits. Voilà, qui est forcément un petit peu partout. Après, sur les conséquences de ce changement climatique, pour le moment, c'est un petit peu moins alarmiste sur nos rivières sauvages qui se portent un peu mieux. Mais oui, c'est sûr qu'on le constate quand même un petit peu. Est-ce que vous allez là prochainement mener des actions, peut-être des actions de sensibilisation vers le grand public, ou est-ce qu'il y a des temps forts qui arrivent ? Alors on a un film, des mini-films en cours sur les rivières sauvages de l'Ain, et puis un projet un peu particulier où une école avec des élèves de 4e qui vont faire leur propre mini-film pour donner leurs sentiments sur leur propre rivière sauvage. Donc ça, c'est un projet assez particulier. On a la fête de la Valserine dans le département de l'Ain. On a une labellisation bientôt officielle avec tous les gens concernés en Corse sur le fango et le travo. On a pas mal de manifestations, un festival du film dans la Drôme bientôt. Enfin voilà, il y a pas mal de choses sur cette période estivale. Toutes ces informations, on peut les retrouver sur le site Rivière Sauvage, sur le site internet ? Oui, tout à fait. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur www.rivieresauvage.fr. Comment on peut aussi participer quand on est un individu lambda finalement à votre action, ou en tout cas à la préservation de ces espaces naturels ? Alors le programme Rivière Sauvage, en fait, il est géré par deux associations maintenant, enfin deux structures. Une association dont on a parlé tout à l'heure et un fonds de dotation qui est entre guillemets une mini-fondation et qui nous permet de récolter des fonds privés justement pour réinvestir sur ces rivières. Donc ça permet aux privés et industries, usines, etc., mais aussi peu importe, les acteurs locaux de pouvoir participer financièrement sur la préservation de ces rivières. Alors c'est souvent recentré sur une des rivières les plus proches, mais ça peut être aussi au niveau national. Merci beaucoup Mélanie Taquet d'être venue nous voir et nous présenter ces rivières qui sont très importantes pour notre nature. Merci et à bientôt. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous invite à regagner la régie, le temps pour nous de passer à la prochaine rubrique, le choix de la rédac. Et j'accueille tout de suite une auteure. Bonjour, Cécile Salmeron, auteure du livre L'éducation des adultes au service de l'enfant. C'est ça. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur le titre justement de ce roman ? Quand on parle d'éducation, on pense spontanément plutôt aux enfants. Oui. Là, il s'agit de l'éducation des adultes, c'est ça le sujet ? C'est ça le sujet. Pourquoi parler de l'éducation des adultes ? Alors, pourquoi de l'éducation des adultes ? En fait, ça fait suite à mon expérience professionnelle. Donc, je suis infirmière de formation et puis après, donc, je me suis occupée de mes enfants et en parallèle, j'ai fait 15 ans d'accompagnement scolaire et parental. Donc, j'avais des enfants scolarisés, primaire, collège, lycée. Et puis après, j'ai travaillé dans la petite enfance. Ça m'intéressait aussi de connaître le domaine de la petite enfance. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler en crèche. Et en fait, toutes ces années d'expérience en fait, dans la petite enfance, je me suis rendu compte que le plus gros travail, il n'était pas à faire auprès de l'enfant, mais principalement auprès de l'adulte. Quand je parle d'adulte, c'est les parents, les grands-parents, les éducateurs, les enseignants, professionnels de la petite enfance. Voilà. C'était vraiment le travail principal qui était à faire pour l'éducation de l'enfant, en fait. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai lu, vous pensez que c'est par l'éducation des adultes et donc des enfants que le monde peut changer positivement. Ça veut dire qu'il y a énormément d'enjeux liés à l'éducation ? Il y a énormément d'enjeux. C'est vrai que moi, je suis persuadée que le monde peut changer par l'éducation. En fait, c'est nos enfants.
sont nos futurs adultes. Donc effectivement, ce que l'on transmet à nos enfants, eux, à leur tour, le transmettront à leurs enfants. Et c'est comme ça qu'effectivement, de génération en génération, on transmet. C'est comme ça que le monde peut changer. Et pour l'instant, je me suis rendu compte en fait qu'on avait plutôt tendance à transmettre des fois des peurs, des inquiétudes, des doutes, et que l'enfant grandissait avec ça, à son tour le transmettait à ses enfants. Et en fait, moi, les meilleurs résultats que j'ai eus auprès d'enfants qui pouvaient avoir des difficultés, c'était quand l'adulte faisait un travail sur lui et se rendait compte, prenait conscience du fonctionnement de l'enfant. Et là, du coup, il y avait une transformation et pour l'adulte et pour l'enfant. Et du coup, quand cet accompagnement durait, ça peut transformer les générations qui suivent, effectivement. Oui. Alors, dans votre livre, on ne va pas révéler toute l'histoire, mais en tout cas, un professeur de philosophie décide de s'éloigner un petit peu du programme scolaire pour enseigner à ses élèves, je cite, les fondements pour mener une vie d'adulte libre et heureuse. C'est ça. Est-ce que ça signifie qu'il y a un petit problème dans l'éducation nationale est-ce que ça ne nous permet pas finalement de vivre cette vie libre? En fait, je pense qu'il y a un manque d'informations. Qui ont été prouvées en plus, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup formée aussi aux neurosciences, c'est un domaine qui me passionnait, donc du coup, la science aujourd'hui confirme effectivement certaines choses, et il y a un manque d'informations, et c'est vrai que l'adulte qui accompagne l'enfant n'a pas forcément conscience que le besoin fondamental de l'être humain, on va dire, c'est la liberté, et du coup, la transmission, comme je disais tout à l'heure, va plutôt être des peurs, des doutes, des inquiétudes, pas pour faire du mal à l'enfant, mais plutôt pour essayer de se rassurer, mais ce n'est pas ce qui va aider l'enfant. Voilà, je me suis rendu compte que l'éducation nationale ne formait pas forcément les enseignants à cette approche plutôt d'accompagnement et bienveillant, plutôt travailler sur la confiance, sur les capacités, mais qu'il y avait un enjeu, et surtout en plus de la part des parents, un enjeu assez stressant, on va dire, notamment à l'école. Donc c'est pour ça que dans ce livre, c'est un professeur de philo qui va un peu contourner l'enseignement et qui, lui, va enseigner ce qui, pour lui, estime être le plus important pour ses futurs adultes, en fait. Voilà. On en parle beaucoup aujourd'hui de l'enfant intérieur, Oui. on questionne souvent ses racines, on revient à cet enfant. Oui. Pourquoi vous avez décidé de parler de ça? Qu'est-ce que votre livre peut apporter en plus sur ce sujet? En fait, alors déjà, c'est écrit sous forme de roman pour que ça soit un peu plus léger, effectivement. Mais dans ce livre, il y a tous les outils que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu sur moi déjà, et puis sur tous les adultes que j'ai côtoyés, les enfants que j'ai côtoyés, apportent les outils en fait nécessaires qu'on a tous à la naissance. Naturellement, mais qu'on ne nous a pas appris à conserver pour apprendre, pour continuer dans la vie. Alors, quand je dis apprendre, c'est apprendre dans la vie en général, ce n'est pas que les apprentissages scolaires. Et on ne nous a pas appris en fait à garder tous ces outils pour apprendre en confiance, pour être heureux dans la vie tout simplement. Et donc dans ce livre-là, il y a ce professeur qui va enseigner un peu tous ces outils à ces adolescents pour qu'ils puissent les mettre en pratique dans leur vie et après les transmettre à leur tour à leurs enfants. Voilà. Dans la description de votre roman, il y a notamment le fait qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence finalement entre le fait d'élever un enfant et le fait d'élever l'enfant que l'on reste à tout âge. Est-ce que ça signifie que finalement l'éducation ne s'arrête jamais, on grandit tout le temps? L'éducation ne s'arrête jamais, effectivement, et la connaissance sur soi, elle se fait de la naissance jusqu'à la fin de notre vie, on va dire. Et donc, ce qui est super, c'est que quand on élève un enfant, on s'élève en même temps. Donc, on a vraiment le mouvement de s'élever, en fait. Et ça, en tant qu'adulte, si on en a conscience, effectivement, c'est un travail fabuleux. Et du coup, ça apporte un double bénéfice, ce travail sur soi, parce que non seulement l'adulte, il vit dans un bien-être, on va dire, et l'enfant apprend à travers ce que transmet l'adulte, il apprend effectivement à vivre aussi dans le bien-être, à avoir ces outils qu'il peut mettre en pratique. Ça ne veut pas dire qu'il ne rencontrera jamais de problème, mais ça veut dire que face à un problème, à une difficulté, il saura comment faire. Et si l'adulte, de son côté, montre l'exemple, l'enfant, il apprendra, en fait. Voilà. Alors, on peut vous retrouver sur ces thèmes très prochainement à Annecy, notamment dans une conférence. Oui, à Bonlieu, oui. Et puis, vous proposez aussi une formation, toujours en lien avec votre livre. Alors, comment on peut retrouver toutes ces informations ?
Alors la formation, elle est donc sur mon site internet, cécilesalmeron.com. Donc c'est une formation pour vraiment transmettre cette information à grande échelle, on va dire. J'ai voulu faire une formation en ligne sur internet. C'est une formation à vie. Donc en fait, une fois qu'on a le code d'accès sur internet, c'est une formation qui est faite sur, on va dire, il y a deux thèmes principaux. Le premier thème, j'explique en fait quel est le fonctionnement de l'enfant. Parce qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, des fois, on a besoin de comprendre comment fonctionne l'enfant. Et la deuxième partie, elle est principalement faite de vidéos et d'exercices pratiques. Donc, ces fameux outils qui sont répertoriés dans le livre, à mettre en pratique pour soi et du coup à transmettre à son enfant. Voilà. Et elle est faite à vie parce que du coup, je la mets régulièrement à jour en fonction des nouvelles découvertes, des nouvelles informations qu'on peut avoir. Donc voilà, ça sert à tout le monde, à vie. On vous retrouve donc le 20 juin prochain. Le 20 juin, à Bonlieu, effectivement, à 20h, où là, j'explique un peu plus en détail, effectivement, tous ces outils. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Salmeron, d'être venue nous voir ce soir et bon retour. À bientôt. Et nous allons passer en musique à notre dernière chronique avec les curiosités d'hier. Bonjour Sophie Sesma, spécialiste en art et tradition populaire. Salut Victoria. Ça va? Bon alors, qu'est-ce que tu nous as rapporté de beau? Franchement, j'aurais dû arriver en chantant Elle descend de la montagne. Je suis brillante aujourd'hui. Alors, je crois qu'on commence avec les vers de Curiste. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, toi qui n'as pas l'habitude d'assister à ma chronique, eh bien, sache que je présente systématiquement 3 objets qui sont en lien soit avec la saison, soit avec la région. Et donc là, on va parler de quelque chose qui est très important en Savoie et en Haute-Savoie. Eh bien, c'est le thermalisme. Il faut savoir que nous avons des régions dans lesquelles nous avons de la montagne, et qui dit montagne dit eau chaude. Et depuis très longtemps, eh bien, l'homme s'est vraiment intéressé à tous les bienfaits que l'eau chaude pouvait lui apporter, à son corps et à ses maux. Et donc, depuis que l'homme a découvert que l'eau chaude lui apportait des bienfaits, eh bien, il a décidé d'en profiter. Chez nous, eh bien, on a plusieurs stations qui permettent le thermalisme, comme Saint-Gervais. Puis autrefois, il y avait le Fayet-les-Bains. Juste à côté de Saint-Gervais, on avait l'habitude d'aller prendre des bains soufrés là-bas. Et eh bien, pour aller profiter du thermalisme, on avait l'habitude de se déplacer avec un petit verre de Curiste. Alors, un petit verre de Curiste, c'est un petit verre qui est dans un emballage, systématiquement dans un emballage, puisqu'en fait, pendant tout le temps de la cure, on va le promener avec soi. Et comme le verre, c'est assez fragile, eh bien, pour le protéger, puisqu'on l'a acheté au début de la cure, et pour qu'il nous dure tout le temps de la cure, eh bien, il est toujours dans un petit étui. Alors, le mien, il est dans un étui un peu moins classique, mais d'habitude, il est dans un étui en vannerie comme ça. Alors, typiquement, le verre de Curiste, eh bien, il est gradué. Quand il est gradué, c'est qu'il date d'après 1860. Et pourquoi est-ce qu'il est gradué? Eh bien, parce qu'on avait l'habitude de consommer de l'eau quand elle était ferrugineuse ou soufrée ou pleine d'autres minéraux qu'on pensait être bons pour la santé. Eh bien, on avait l'habitude de boire et au début de la cure, on va voir le médecin. Et le médecin, eh bien, préconisait de consommer une certaine quantité d'eau. Alors, c'est 10 millilitres, 20 millilitres. C'est vraiment pas des grandes quantités. Et puis, quand l'eau, par exemple, est soufrée, c'est vraiment très mauvais à boire. Et donc, on donnait des petites quantités. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce verre de Curiste? Eh bien, parce que avant le 19e siècle, lorsqu'on partait en cure, il y avait une dame qui était au pied de la source et qui avait une grande bassine avec une louche et qui avait l'habitude de donner dans ce qu'on appelait un verre omnibus à tous les curistes qui se présentaient pour venir boire de l'eau. Or, ce verre omnibus, eh bien, tout le monde s'en servait et il a donné des infections. On a eu des vents d'épidémies de choléra, de typhus et on s'est rendu compte que comme elles voulaient aller très vite, eh bien, elles omettaient de nettoyer le verre et de ce fait, eh bien, les infections au sein des cures de thermalisme se sont développées. On a donc décidé de créer un petit commerce qui a été très profitable aux dames de la région puisque c'était un commerce exclusivement féminin de ces verres de Curiste. Alors, la Rolls des verres de Curiste, c'est le verre qui est émaillé avec un joli décor de fleurs. Et ce qu'aiment particulièrement les collectionneurs de verres de Curiste, eh bien, c'est trouver le verre sur lequel il y a un nom de marqué, un lieu, avec Évian, Thonon, Axe-les-Thermes. Bref, les collectionneurs cherchent parfois juste une seule station thermale et donc on peut retrouver ces verres qui sont avec une indication géographique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Pas très cher. Les verres les plus jolis, vraiment, valent un peu moins de 70 €.
c'est abordable. Effectivement, ouais, c'est une jolie histoire en tout cas. Alors on passe, c'est ça qui faisait de la musique, je crois, les sonnailles de biquettes. C'est exactement ça. Au mois de juin, eh bien, nos paysans avaient l'habitude de monter dans les estives. Alors, pour pouvoir retrouver leurs biquettes, pour pouvoir retrouver leurs vaches. Alors, les sonnailles, c'est pas uniquement pour les biquettes, hein. On dit sonnailles, nous, généralement, uniquement pour les biquettes, mais on a sonnailles pour tout le monde. Et après, ça peut changer de nom. Tu vois, ça, c'est vraiment une sonnaille avec une cloche. Et je t'ai amené une grelotière, hein, parce qu'on a des grelots dessus. Et celle-ci particulièrement, tu vois, elle était pour un âne. Comme elle a une très grande encolure, on imagine qu'une biquette, en fait, l'aurait perdue. Donc, c'est vraiment adapté. Tu vois, je t'ai amené une toute petite, mais oui. Et donc, généralement, on les mettait aux chèvres ou aux bêtes de tête. Donc, elles emmenaient le troupeau. À quoi ça sert ? Quand on est en estive, eh bien, ça sert à retrouver son troupeau, à identifier, puisqu'il arrivait généralement eh bien, que les initiales soient marquées, comme par exemple les initiales du propriétaire, comme par exemple sur ce collier-là. Tu savais que si tes initiales c'était AP, eh ben, c'était ta chèvre et pas celle du voisin, parce que parfois les troupeaux pouvaient se mélanger. Et puis quand tu avais une bête qui était tombée, qui était par exemple éloignée, eh bien au bruit de la cloche, tu pouvais aller la chercher et la retrouver. Il faut savoir que c'est très important de retrouver la totalité de son cheptel une fois la fin des estives. Monter là-haut, ça permettait aux vaches de brouter de l'herbe fraîche, mais pas qu'aux vaches, hein, j'ai dit aux chèvres, aux moutons, à tout le monde, hein, tous ceux qui vous avaient envie de monter, ils pouvaient monter. Et puis de faire un fromage qui a un goût particulier, qui est très fruité, qui est vraiment très frais. On sent que c'est pas du foin d'hiver qui a été consommé. Et quand tu vois ce qui est vraiment le monter en alpage, c'est une grande fête depuis toujours. Les bêtes sont parées, les vaches ont des bouquets sur leur tête qui sont multicolores. C'est vraiment l'occasion de déplacements de population très festifs et de beaucoup de joie en fait pour les populations, puisqu'il ne faut pas oublier que toutes ces fêtes paysannes, elles rythmaient la vie autrefois. Donc vraiment, sont des objets très sympas qui sont aujourd'hui très collectionnés, donc qui ont une certaine valeur. Il faut pas, c'est pas forcément, certaines cloches sont pas à la portée de toutes les bourses malheureusement, surtout les très belles cloches de vaches dont les colliers en cuir sont cloutés. Là, on est vraiment parfois pas loin du millier d'euros pour des pièces anciennes, avec une date, avec une situation géographique indiquée. Sur des pièces plus simples comme celle-là, on avoisine les 200-250 euros. Alors quand on achète une cloche, important, on vérifie toujours qu'on ait les clavettes sur les côtés, quand on a un collier en bois, et on regarde toujours le battant à l'intérieur. Le battant, il est toujours fait d'une matière naturelle et c'est souvent un os. Et on regarde comment est la corde ou le lien qui le tient, si ça a été changé ou modifié, puisque une fois on a eu une modification ou une restauration sur une cloche ancienne, ça l'a un peu altérée. Donc elle n'est plus tout à fait dans son état d'origine. Le mieux, ça reste sa valeur. Ouais, voilà. Et les plus beaux colliers, eh bien, sont peints, surtout en Italie, dans le Val d'Aoste, on a de très très beaux colliers anciens peints. Hop. Et ça fait en plus de la jolie musique. Ah, mais oui, mais tout à fait. Et alors, le dernier objet que j'avais envie de te proposer, eh bien, c'est un objet religieux. Tu n'es pas sans savoir que lundi, c'est la Pentecôte. Et que la Pentecôte, Pentecôte en grec, ça veut dire le 50e. La Pentecôte intervient toujours 50 jours après Pâques. Et peut-être es-tu rentré dans une église au moment de Pâques et t'es-tu rendu compte que le jour de Pâques, eh bien, le prêtre allume un nouveau cierge, qui est le cierge pascal, qui est mis sur un très grand pic cierge. Donc vraiment, on le voit depuis l'entrée d'église. Et chaque année, il est changé au moment de Pâques. Et tu t'es peut-être posé la question de savoir ce qu'on faisait avec le reste du cierge pascal, puisqu'en fait, il n'est pas entièrement consumé, puisque c'est un cierge qui mesure plus d'1 mètre. Eh bien, il est confié à des religieuses cloîtrées, qui se servent de la cire, donc ils font refondre le cierge, et elles font des petites pastilles qu'elles glissent dans des petits objets comme ceci, qui s'appellent des agnus dei. Alors, l'agnus dei, c'est véritablement le gris-gris, l'amulette du paysan autrefois, puisqu'il le glissait avec lui, puisqu'il y a des croyances qui sont liées à cet agnus dei. Alors, j'en ai un qui est particulièrement beau, qui est très gros. Alors, je ne sais pas, toi, tu dois le voir, il y a comme une petite bosse là. Oui. Et sous la petite bosse, quand on touche, on sent qu'il y a quelque chose de dur. C'est en fait une pastille de cire de ce cierge pascal. Et derrière, il y a un petit papier qui a été écrit à la main par une religieuse et qui dit, en fait, tous les bienfaits qu'apporte
qu'on a en portant avec soi un Agnus Dei. Alors on est délivré du péril des eaux, on repousse la foudre, ça aide à effacer les péchés, ça permet d'éteindre les embrasements, de garder d'une mort subite, de préserver des embûches et des efforts du démon, des sorciers, des magiciens. Et eh bien, il faut absolument porter un Agnus Dei sur soi lorsqu'on est paysan. Donc c'est quelque chose qu'on trouve vraiment très facilement. Et tu vois, tu en as même des tout petits qu'on pouvait glisser dans sa poche. Et pour les retrouver, c'est pas compliqué. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus, c'est toujours marqué au dos. Agnus Dei. Et ben voilà. Et voilà. Et ça vaut quelques centimes d'euros, puisqu'aujourd'hui, les gens ne s'en servent plus. Les gens ne l'identifient plus. Moi qui suis chrétienne, pratiquante, j'en ai même pas chez moi. En fait, je les achète à titre de documents historiques. Je ne sais pas si aujourd'hui l'Église préconise encore d'en avoir sur soi. Je ne sais pas si ça me préservera de la foudre et ça m'empêchera de me noyer la prochaine fois que je me baignerai dans le lac. Mais en tout cas, voilà, ce sont des beaux objets anciens que nos ancêtres avaient l'habitude d'avoir sur eux et de porter régulièrement. Et il y a une vraie histoire qui est liée. Et comme en plus les Savoyards étaient vraiment des gens très chrétiens et très ancrés dans la foi, on en trouve beaucoup sur notre territoire, surtout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de vide-greniers. Donc c'est l'occasion pour enchiner. Eh ben, merci beaucoup, Sophie, de nous avoir encore présenté plein de beaux objets. On te retrouve bon, je refais du bruit, très bientôt. Et tu pars en musique. Le temps pour moi d'accueillir Seb pour le rappel des titres. Et dans le JT, nous parlerons d'abord des signes. Oui, avec un nouveau dispositif initié par la mairie d'Annecy en collaboration avec différentes associations pour tenter de sauver les bébés cygnes qui parviennent dans le tuyau et qui meurent noyés à cause d'un déversoir. Et puis, on parle aussi tourisme fluvial. Oui, avec un joli portrait signé Emmanuel Jaude, François Pirot, Yves Cornetto, passionné de kayak, qui sillonne le Rhône dans ses moindres recoins. On verra son joli reportage. C'est tout de suite après la pub dans le journal sur 8 Mont Blanc. Restez avec nous.